Bonjour, je suis Anthony Moilix, je suis le responsable de la région sud-ouest de Med6. C'est moi qui aurai le plaisir d'introduire cette session concernant les apports de la technologie dans les pratiques agricoles. Nous sommes de nombreux partenaires à essayer d'évoquer ensemble et avec vous ce type d'activité et ce type de bonnes pratiques. L'idée de ce séminaire, c'est de faire un petit tour d'horizon de ce qu'il est envisagé et possible de nos jours. Et on aura le plaisir avec Samir de vous expliquer un petit peu quels sont les apports, qu'est-ce qu'on peut y travailler et comment on peut, sur des cas concrets, faire des avancées sur ces pratiques agricoles. Si tu peux avancer le slide, Samir, parfait. Donc voilà, 5 minutes d'introduction, je vais essayer d'être plus rapide que ça, je vais passer ensuite la parole à Xavier de chez Microsoft. Ensuite, Samir vous fera un tour d'horizon de ce qu'il est capable de faire, de ce que Med6 est capable de faire pour vous accompagner sur ce type de problématique. Et les partenaires présenteront ensuite leurs solutions et comment ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice de cette grande problématique qui est la technologie et l'agriculture au sens large du terme. Mais je vais peut-être laisser d'abord Xavier en parler. Il est beaucoup plus érudit que moi sur le sujet. À toi, Xavier. Bonjour à tous, donc Xavier Besser-Desor, je suis en charge du vertical agriculture chez Microsoft. Si on passe à la slide suivante, l'agriculture est en pleine transformation et aujourd'hui, l'agriculture prédictive et le smart farming se développent grâce à la prolifération de systèmes intelligents de haute technologie et de solutions connectées qui pourraient bien contribuer à résoudre une équation complexe. En effet, en 2050, nous serons près de 10 milliards sur la planète, 2/3 de ses habitants vivant dans des zones urbaines, la demande alimentaire va augmenter de plus de 70%, et il y aura de moins en moins de terres arables et de personnel pour les récoltes. Les changements climatiques vont aussi avoir des impacts importants sur les rendements. Et en plus, l'eau va être une denrée rare, et il va falloir faire donc des économies drastiques. Il va falloir inventer des nouveaux modes de production et de distribution. La promesse de la smart agriculture est de produire plus, produire mieux, et pour tous avec une empreinte environnementale minimum. Le sujet est dans les journaux. Voici un article des Échos qui nous montre que c'est un secteur qui est en pleine révolution et avec un marché de cette agriculture connectée qu'on estime à 250 milliards pour 2050. La Commission européenne s'est saisie du sujet et a publié le 20 mai un très grand document avec des bonnes idées, des bonnes stratégies, une stratégie de la ferme à la table pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Next. L'agriculture connectée et les solutions numériques sont dans toute la chaîne, de la ferme à la fourchette. L'agriculture high-tech utilise l'Internet des objets, le big data, les images satellitaires, le survol des parcelles cultivées par des drones. Les technologies de télécommunication comme la 4G puis la 5G permettront d'avoir de nouvelles solutions et de nouvelles pratiques. Cette nouvelle révolution agricole qui se profile se nourrit de données collectées, d'algorithmes et d'IA, et se révèle être un prodigieux levier d'innovation et de croissance dans tous les secteurs agricoles. Chez Microsoft, le projet est né d'un projet de recherche, Samir. Au commencement, on a investi des fermes aux États-Unis avec un docteur qui s'appelle le docteur Ranveer Chandra, que vous voyez à la gauche de Bill Gates sur la photo. L'idée a vraiment été d'investir des fermes aux États-Unis afin de construire des solutions basées sur des capteurs robustes pour récolter des données sur la composition du sol, l'hydrométrie, la température, gérer les problèmes de connectivité ou d'alimentation électrique. Et en mangeant les données d'imagerie aérienne et les données récoltées par les capteurs, les chercheurs ont créé des algorithmes pour générer des cartes qui sont ensuite utiles à la prise de décision par l'agriculteur. Ce qui a animé l'équipe est le principe suivant: construire des solutions numériques pour l'agriculture sans devoir investir dans des ressources d'ingénierie et dans une connaissance de la gestion des données approfondie. Next. D'un projet de recherche, on est arrivé à une plateforme basée sur Azure. Si on analyse ce schéma, la première chose est de récupérer les données qui viennent de différents capteurs en bas à gauche de l'image.
Pour ce faire, Microsoft a signé des accords avec des fabricants comme Davis Instruments, Teralytics ou Pessl. Afin de pouvoir déployer des capteurs très facilement dans une ferme, Microsoft a mis au point une procédure de développement plug and play. Quand vous sortez de son emballage un capteur Pessl, par exemple, les données vont être remontées vers la ferme à travers Azure IoT Hub. Ces données sont stockées ensuite dans le FarmBits Data Hub et ne sont visibles que de l'agriculteur qui peut ensuite donner des droits d'usage à ses partenaires comme une coopérative. Même chose avec les drones. Nous avons travaillé avec SenseFly, DJI, Slant Ranch afin d'analyser les images prises par ces drones en mode Edge Computing. Ne seront alors remontées dans le cloud que des images comportant des anomalies. Concernant les images satellites, la plateforme FarmBits intègre une connexion directe au service Sentinel. Ainsi, plusieurs fois par mois, l'agriculteur pourra rapatrier des images de ses parcelles et ensuite calculer des cartes d'indices de végétation, par exemple. FarmBits en stockera un historique. En souscrivant un abonnement au service DTN, vous pourrez consolider les données météo de vos parcelles dans le tableau de bord que nous allons construire ensemble grâce aux exemples de tableaux de bord fournis dans la plateforme FarmBits. La liste de ces partenaires est en évolution. Les solutions proposées dans la plateforme sont aussi évolutives. Pour le moment, elle est en mode bêta. Et nous travaillons avec des grands acteurs du marché agricole qui vont fournir des données issues des tracteurs ou des machines d'épandage, par exemple, mais aussi avec de l'information fournie par des fournisseurs divers comme les robots de traite ou les machines à distribuer de l'alimentation. Cette plateforme est faite pour qu'avec des partenaires comme Medsys, vous puissiez développer une solution pour votre coopérative ou alors une solution que vous souhaiterez vendre en direct aux agriculteurs ou aux exploitations forestières, viticoles ou agricoles. Rentrons un tout petit peu en détail dans la plateforme FarmBits, Samir. Elle est donc disponible, next slide, sur la place de marché d'Azure. Et très facilement, une fois que vous avez ouvert une souscription Azure, vous allez pouvoir créer votre environnement. Samir sur la slide d'après. Et Samir vous expliquera justement ce qu'il a réalisé pour un de nos clients communs dans le sud-ouest à partir de cette plateforme Azure FarmBits. Au-delà de la plateforme FarmBits, très tournée vers l'IoT, avec d'autres services Azure, nous sommes capables de proposer d'autres services. Donc, nous travaillons avec des partenaires qui réalisent ces services. Par exemple, la startup MyEasyFarm, basée sur Azure, assure l'interopérabilité des données et travaille à récupérer les données des différentes machines, que ce soit des tracteurs de John Deere ou de chez Claas, afin de remonter à la parcelle toutes les bonnes informations. Même chose, SMAG, la solution bien connue des agriculteurs français, est passée aussi dans l'environnement Azure. Et maintenant, grâce au SMAG Button et aux solutions d'identification facile dans Microsoft Azure, est capable de s'interconnecter et de récupérer des données d'autres logiciels. Je pense aux solutions de Syngenta, par exemple, dont l'accord a été récemment annoncé. Autre domaine et autre brique que l'on peut utiliser dans Azure, c'est le mode Computer Vision. Je vous montre juste cette image et je laisserai Samir expliquer techniquement comment ça se passe. L'idée est de prendre des photos dans les champs et de les comparer à une base de données référentielle de photos afin de détecter de possibles maladies. Enfin, projetons-nous dans le futur où Microsoft a réalisé un premier travail avec la société Syngenta grâce à un partenaire où la personne que vous voyez est donc dans une serre pour le référentiel des tomates et grâce à son casque HoloLens, il est capable d'interroger des bases de données, parler en direct via Teams à un spécialiste et aussi prendre des photos des grappes de tomates qu'il est en face de lui pour pouvoir compter le nombre de tomates par grappe, les mesurer facilement et donc rapatrier très simplement des données vers l'ensemble de sa base de référence. Voilà, je passe la parole à Samir qui va donc vous expliquer un cas pratique de FarmBits qui a été déployé dans le sud-ouest de la France.
Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Samir Ariski. Je suis responsable technique pour Métis. Et je suis également membre du programme Microsoft Regional Director. Et aujourd'hui, en effet, je vais vous faire un retour d'expérience du développement d'Azure FarmBeats pour une coopérative agricole localisée dans le sud-ouest. Juste avant, je prends un court instant pour vous présenter déjà Métis. Donc, Métis est une entreprise de conseil et d'intégration de solutions Microsoft. L'entreprise a été fondée en 2011 et a eu une importante croissance depuis, puisqu'on couvre l'ensemble du territoire français via 10 agences. Et on est partenaire Gold Microsoft avec une forte expertise sur différents domaines. Et on est 370 collaborateurs. Donc notre rôle à nous, c'est de concevoir, de réaliser et d'exploiter les différentes solutions Microsoft pour nos clients. Donc on intervient sur différents secteurs d'activité, entre autres l'agriculture et l'agroalimentaire. On va s'adresser à des directions, aux DSI, donc les directions des systèmes d'information, mais également aux directions métiers. Et on intervient sur différents domaines, donc ça peut aller du développement d'applications, mobile ou web, de la valorisation de la donnée, la migration ou la modernisation d'infrastructures avec le cloud, entre autres. Ça peut être aussi mettre en place de la sécurité avec des projets de cybersécurité et bien entendu, on accompagne l'adoption des technologies avec une équipe de conduite du changement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un retour d'expérience. Donc, comme je disais tout à l'heure, le déploiement de FarmBeats dans une coopérative. Mais pour bien comprendre en fait le projet, un petit mot sur le contexte ou le besoin qu'on a eu au début, aux prémices du projet, c'est que cette coopérative souhaite mettre en place une offre de service pour ses adhérents, justement en s'appuyant sur différents dispositifs IoT, mais également différents fournisseurs de données. Donc, l'objectif de cette offre de service, c'est d'améliorer la productivité des adhérents, d'améliorer aussi l'utilisation des ressources. Également, améliorer la réactivité des agriculteurs sur le terrain, donc entre autres via des notifications qu'ils recevront et qui permettront aux agriculteurs, par exemple, d'intervenir plus rapidement et ainsi optimiser un certain nombre de choses. Mais également, l'offre de service s'adresse aussi à d'autres enjeux comme le bien-être animal. Donc, voici le besoin qu'on a eu vraiment au départ. Et on a eu aussi une exigence forte qui a été mentionnée, c'est vraiment que l'offre de service doit être évolutive. Ça veut dire que sur le premier périmètre qu'on a eu à déployer, c'était via plusieurs dispositifs, donc des capteurs au sol, des stations météo, des boîtiers intelligents comprenant des caméras à l'intérieur, utiliser des données météo, mais également de l'imagerie satellite. Mais la plateforme doit aller au-delà, ça veut dire qu'on sait que les technologies vont évoluer rapidement et du coup, la plateforme doit être évolutive pour être capable d'intégrer d'autres dispositifs comme des drones ou d'autres fournisseurs de données. Et aussi, la plateforme ou l'offre de service doit être capable de communiquer avec des partenaires, mais également communiquer avec des services qui étaient déjà en place au niveau SI. Donc, à titre d'exemple, on a utilisé Station Météo PCL, qui est un des partenaires Microsoft, comme le mentionnait Xavier tout à l'heure, où là, on avait une approche plug and play, ça veut dire que le travail d'intégration a été déjà réalisé. Et on a également aussi sur PCL, c'est qu'on a utilisé aussi une technologie LoRa pour la partie communication entre FarmBeats et aussi le produit qui était sur le terrain. Et on a utilisé également le boîtier intelligent Copix, qu'on a l'honneur d'accueillir de ce webinaire, donc qui détaillera justement le boîtier et la proposition de valeur de Copix. Mais là, en fait, c'était vraiment sur la filière animale, puisque ce boîtier permet entre autres d'analyser le comportement des animaux à l'intérieur d'hangars. Il y avait d'autres produits, donc le but, c'était vraiment de couvrir un certain nombre de problématiques avec plusieurs produits.
Juste pour vous résumer la réflexion qu'on a eue après justement la formulation du besoin par la coopérative, c'est que on savait qu'il fallait proposer une solution qui couvre l'ensemble du périmètre ou l'ensemble de la chaîne de valeur IoT, qui comprend 4 composants ou 4 parties. Donc on savait qu'il y avait les produits IoT, ou les produits qui vont être sur le terrain, comme les capteurs au sol, les actionneurs, les caméras, les stations météo. Il y a la deuxième partie, c'est vraiment les réseaux de communication IoT, qui ont pour rôle d'aller capter la donnée qui est sur le terrain et de la remonter au cloud. Et là, il y avait un panel qui était important en termes de technologie, qu'on doit être capable de couvrir, donc du Wi-Fi, de la 3G, de la 4G, du Sigfox, du LoRa, LTE-M, etc. Et puis, il y a la partie plateforme cloud. Donc là, le but, c'est vraiment d'être capable de capter la donnée, la stocker, l'analyser et la restituer. Et la restituer via la quatrième partie, donc des applications et des services qu'on va mettre à disposition de la coopérative, donc un peu plus en mode back-office pour avoir une vision globale des adhérents, mais également à destination des adhérents, des services utilisables pour leurs besoins. Donc, sur cette chaîne de valeur, il y avait plusieurs approches au départ possibles. La première approche aurait été de faire une solution de zéro. Le désavantage de cette approche, c'est que ça peut coûter très cher, parce qu'il faut faire de la R&D, reconstruire la plateforme, en tout cas la solution ou l'offre de service de bout en bout. Donc, ce qui peut constituer aussi une perte de temps, ça veut dire que ça va prendre beaucoup plus de temps pour déployer et mettre à disposition l'offre de service. Donc, en s'appuyant sur la plateforme Azure, il y avait du coup 2 approches. Une approche PaaS, et là, c'est dire on construit sur mesure une plateforme en utilisant les services Azure, mais une plateforme sur mesure qui va répondre aux différents besoins. Et donc ça, c'est une approche PaaS. L'autre approche est une approche SaaS ou Software as a Service. Ça veut dire que là, on va s'appuyer sur un socle déjà existant. On va plutôt utiliser ce socle-là, donc qui est implémenté en architecture de référence, d'ailleurs que vous pouvez voir à droite. Ce socle-là est testé, prouvé, approuvé et également adapté au secteur d'activité. Donc c'est là où Azure FarmBeats est apparu comme socle de base sur lequel on peut s'appuyer et qu'on peut faire évoluer par la suite pour répondre aux différents besoins spécifiques, en tout cas de base, mais également spécifiques de la coopérative, mais également des adhérents. Donc, juste pour comprendre que en utilisant cette approche SaaS, c'est qu'on a par défaut un socle technique, on va dire facilement déployable, qui va fournir un certain nombre de services utilisables. Donc, à titre d'exemple, quelques services qu'on va voir par défaut, c'est la cartographie des fermes et des parcelles pour les géolocaliser, la récupération des données des capteurs au sol, et ce qui permet de suivre l'état des fermes. Utiliser FarmBeats aussi a une intégration native à Sentinel, comme le mentionnait également Xavier tout à l'heure, ce qui permet de récupérer les images, mais il y a aussi un algorithme qui permet d'analyser ces images-là pour, par exemple, récupérer des taux de végétation, qui permet de faire de l'analyse sur les cultures. On peut avoir aussi des recommandations pour bien positionner les capteurs dans les cultures. On a aussi des algorithmes ou des modèles d'intelligence artificielle aussi qui permettent de faire des recommandations et des prédictions. D'ailleurs, ces modèles-là peuvent aussi être couplés ou utilisés avec les données météo ou avec justement des fournisseurs de données météo. Cette plateforme permet également d'intégrer les drones et d'autres dispositifs. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais c'était pour vous donner une idée des services qu'on va voir par défaut avec ce socle-là qui est fourni. Maintenant, passons vraiment sur les étapes de mise en place, en tout cas les étapes qu'on a eu à dérouler pour mettre en place FarmBeats. En effet, la première étape, c'est d'installer la plateforme. On est sur une approche SaaS, donc la première étape, c'est d'activer le FarmBeats depuis le portail Azure et on passe par la place de marché ou Azure Marketplace.
le prérequis, c'est d'avoir d'un côté un abonnement Azure valide. De l'autre, vous allez fournir un certain nombre d'informations. C'est simple, il y a quelques informations qui peuvent se découper en deux parties. Une partie plus sur des aspects de sécurité, puisque la plateforme va également assurer toute la partie sécurité et la gestion des comptes, des accès, avec un service qui s'appelle Azure AD. Et vous allez aussi fournir le compte Sentinel pour faire l'intégration native avec le service d'imagerie satellite. Et là, vous devez créer le compte sur la plateforme Sentinel et puis saisir ce compte-là, donc le compte et le mot de passe, lors de la création Farmbits, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est très simple. Une fois cette étape passée, vous déployez la plateforme et vous allez voir apparaître les différents services Azure utilisés d'un côté, mais également vous allez avoir apparaître un certain nombre de composants utilisables. Donc là, pour vous détailler les composants clés que Farmbits va vous proposer, comme cité tout à l'heure également par Xavier, il y a le Data Hub. Donc, ce qu'il faut comprendre par le Data Hub, c'est que au départ, il y a la partie collecte de la donnée, donc collecte de la donnée depuis les différents dispositifs IoT ou fournisseurs de données. Et ce qui va être intéressant sur cette partie intégration, c'est que vous allez avoir deux approches. Une approche plug and play, donc c'est tous les fournisseurs qui sont dans le catalogue, où là, l'intégration a été, où l'effort d'intégration a été déjà réalisé, donc là, c'est très rapide à intégrer. Et toutefois, pour les nouveaux dispositifs, c'est qu'on peut le faire, et Farmbits est agnostique de technologie ou de réseau de communication, et comment Farmbits permet d'intégrer ces nouveaux fournisseurs, c'est via ce qu'on appelle une approche Open API. Ça veut dire que là, il y a une API qui permet, une API c'est une interface qui permet d'interconnecter des nouveaux dispositifs à la plateforme et ainsi récupérer les données. Donc, une fois les données récupérées, le Data Hub a aussi sa propre base de données, une base de données vraiment plus en mode lac de données, au sens où on peut intégrer des données vraiment hétérogènes de tout type. Donc, et ces données-là, derrière, peuvent être aussi utilisées ou partagées avec, en tout cas, plutôt partagées ou utilisables par des applications et services pour justement les adhérents, par exemple, ou les agriculteurs. Et donc ça, c'est un besoin plutôt interne, mais les données sont également partageables d'une manière sécurisée à des partenaires. Et là, on est sur une approche open data, puisque ça permet aussi de partager les données entre partenaires et avoir des offres un peu plus transverses via plusieurs partenaires. Le deuxième composant, c'est l'accélérateur web. Donc là, il faut voir l'accélérateur web comme un back-office pour la coopérative. Et ce back-office permet de réaliser un certain nombre d'actions. Donc, ça permet de réaliser l'action de cartographier la ferme et les différentes parcelles. Ça permet aussi de voir l'ensemble des produits déployés et les différents capteurs également. Et ça permet de lancer aussi l'analyse ou la récupération des images satellites depuis Sentinel. Donc ça, c'est pour les actions. Par la suite aussi, sur les actions également, en tout cas, l'accélérateur web permet d'utiliser aussi un moteur de règles pour les notifications. C'est toute la configuration pour envoyer des notifications quand il y a une anomalie aux agriculteurs. Et en termes de visualisation, l'accélérateur web permet de voir les données en forme de graphique. Donc, par exemple, là, on peut voir qu'on a des données des capteurs au sol qu'on peut voir en mode graphique, mais on peut consulter aussi l'analyse d'imagerie satellite. Donc là, on peut voir, par exemple, à l'écran, une carte d'index de végétation. Pareil, cette prise d'auteur permet de voir qu'il y a une anomalie sur la parcelle en question. Donc ça, c'est proposé nativement et on a aussi des composants natifs très intéressants additionnels. Je peux en citer un, c'est l'analyse, c'est Azure Time Series Insights, qui permet de faire de l'analyse de données en temps réel.
En effet, c'est que l'IoT a comme particularité, c'est qu'il y a beaucoup de données, et il y a beaucoup de données en temps réel, c'est-à-dire qui arrivent à la plateforme et assez souvent, il y a un besoin de voir ces données-là en temps réel. Et ce composant-là, ce qui permet à on va dire, à une population qui n'est pas forcément experte, ça veut dire que si vous n'avez pas de data scientist, c'est que ce composant-là vous permet de visualiser sur une période de temps, sur un ensemble de capteurs ou dispositifs IoT, les données qui remontent en temps réel et éventuellement détecter des anomalies. Ça a été pratique vraiment quand on a installé les produits sur les terrains et qu'on voulait visualiser, les remonter et voir le comportement des différents dispositifs. Donc, passons maintenant à la partie applications et services. Donc, c'est la partie qu'on va proposer aux utilisateurs. Donc, d'un côté pour la coopérative, mais de l'autre pour les adhérents. Pour ce projet-là, nous, on s'est appuyé sur la Microsoft Power Platform. Donc, la Power Platform, c'est quoi? C'est un ensemble d'outils qui vous permettent de réaliser soit des tableaux de bord pour valoriser la donnée, pour proposer des tableaux de bord de pilotage des fermes connectées. Donc là, c'était à destination de la coopérative et ça permet vraiment d'avoir un tableau de bord qui va regrouper les informations les plus pertinentes et qui va aider à la décision. Donc je montrerai une démo en tout cas, je vais montrer une démo sur cette partie-là. Mais juste avant, je voulais citer également Power Apps, qui est plutôt un outil qui vous permet, sans code ou avec très peu de code, de fournir des applications à vos utilisateurs. Donc là, ça peut être intéressant pour les agriculteurs, pour visualiser des données clés, mais également recevoir les notifications. L'outil s'appelle Power Apps. Et vous avez un studio qui vous permet de réaliser soit des applications web ou mobiles très rapidement. Donc, pour cette partie-là, je vous montrerai un exemple un peu plus tard. Donc, pour vous montrer le tableau de bord de pilotage qu'on a proposé à la coopérative, je vais partager juste mon écran. Donc, sur cet exemple-là, on a un tableau de bord de pilotage qui va avoir plusieurs onglets, puisque ce tableau de bord s'adresse autant à la filière végétale que animale. Le premier onglet va avoir quelques, on va dire, informations, quelques données clés, comme le nombre d'exploitations, le nombre de parcelles, le nombre de dispositifs IoT déployés. Donc après, sur la partie végétale, donc ce tableau de bord va récupérer les données depuis la plateforme Farmbit, donc depuis le Data Hub. Et on peut voir donc via cette cartographie l'exploitation et les différentes parcelles. Donc là, la nuance de couleur permet de voir le taux d'humidité et la différence de taux d'humidité au sol. Donc ça, c'est le capteur au sol qui permet de récupérer cette information. On va également avoir ces informations d'environnement, donc température et humidité pour les différentes parcelles. On peut retrouver également un taux de maladie. Et là, c'est intéressant puisque ce taux de maladie, on le récupère via un service d'IA qui permet d'analyser les cultures sur le terrain. Donc, juste pour vous montrer. Donc là, c'est d'avoir, donc c'est via de l'imagerie, donc via de l'analyse d'images sur les cultures, c'est l'algorithme est capable de savoir si les feuilles sont malades ou pas, et par la suite, on remonte l'ensemble des données à la plateforme qui va justement donner des stats pour récupérer ce taux de maladie, et on peut le voir et on peut comparer les différentes parcelles. Je reviendrai sur comment on a construit ce service IA. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Sur cet onglet, ce qu'on peut voir également, c'est l'intégration justement de l'analyse des images satellites via Sentinel. Donc là, ce qu'on voit sur l'écran ici, c'est vraiment le taux de végétation. Et la plateforme va aussi historiser
ces analyses ou ces images. Donc on peut aussi, via un historique, voir les nuances, également suivre ce taux de végétation pour voir justement voir les anomalies, mais voir éventuellement la dégradation de la culture. Passons maintenant à la partie élevage. Donc, la particularité sur la partie élevage, c'est que de 1, on est à l'intérieur d'un hangar. Donc, en fait, les informations qu'on va récupérer, c'est vraiment des informations indoor ou à l'intérieur d'un ou de plusieurs hangars. Le deuxième point, c'est que pour cet exemple-là, c'était plutôt de l'élevage de poulets, donc, qui était la spécialité de notre client. De la même manière, on va récupérer un certain nombre d'informations, de métriques d'environnement, donc température, humidité, donc à l'intérieur des hangars. La pression également, mais ce qui va être intéressant, c'est les informations additionnelles qu'on va avoir à l'intérieur de l'hangar. Donc, c'est le poids des animaux, mais également, on va récupérer, donc on traite via le boîtier Copix, on va via de l'analyse d'images et de vidéos, on va récupérer des métriques sur le comportement des animaux. Et ce qu'on peut voir ici, c'est vraiment une analyse de corrélation, où c'est essayer de répondre à des questions, ou essayer de trouver des liens entre les différents métriques. C'est-à-dire, par exemple, on va se poser la question, est-ce que la température va influencer sur le poids des animaux? Est-ce que, pareil, l'humidité va influencer sur le poids? Et on peut aussi se poser des questions type, est-ce que la température va influencer sur le comportement moyen des animaux? Donc ça, c'est un algorithme additionnel qui se base sur les données FarmBeats qu'on a rajouté et qu'on peut et le résultat peut être visualisé sur ce tableau de bord. Bien entendu, on peut suivre aussi les historiques sur les différentes métriques. Passons maintenant à l'onglet prévision. Donc là, c'est sur une période de temps donné, c'est d'être capable de récupérer vraiment l'historique des données qu'on a sur FarmBeats et les analyser, également les croiser avec les données météo pour essayer de trouver ou de prédire les meilleurs moments pour faire un certain nombre d'actions, comme les semis, l'irrigation et les engrais. Donc là, c'est vraiment, on va dire, un travail d'analyse et de prédiction qui permet de mieux prendre les décisions par rapport à un certain nombre d'actions. Le dernier onglet est plutôt un onglet technique qui permet vraiment de suivre les différents dispositifs IoT, de voir par exemple est-ce que les boîtiers sont en ligne ou hors ligne. Et la volonté sur cet onglet-là, c'est d'optimiser l'intervention des techniciens des différents fournisseurs. Puisqu'on est sur des plateformes où il y aurait plusieurs fournisseurs. Et là, c'est d'être capable de détecter des anomalies techniques et d'optimiser les interventions des différents techniciens. Pardon, je vais juste reprendre la présentation. Excusez-moi. Donc, on a vu le tableau de bord, et sur le tableau de bord de pilotage, vous avez vu aussi qu'on a intégré un taux de maladie pour les cultures. Et je voulais, avant de finir, et passer la parole à mes collègues, c'est vraiment faire un petit retour sur cet aspect-là, intelligence artificielle, et en particulier sur la partie computer vision pour dire analyse des images. Et l'approche Microsoft sur cet aspect-là est également intéressante parce que c'est une approche pareil, PaaS, ça veut dire que vous n'allez pas partir de zéro. Microsoft met à disposition un certain nombre de modèles qui sont préconfigurés, qui sont utilisables par secteur d'activité. Par exemple, il y a un algorithme sur l'agriculture pour l'analyse d'images. Et l'idée, c'est d'utiliser ce modèle-là de base et de l'enrichir avec vos données et l'entraîner vraiment sur votre problématique et votre contexte. Donc, pour vous montrer les étapes clés pour utiliser justement ce service-là, Azure, pour la partie Computer Vision, globalement, il y a 3 étapes clés. La première, c'est vraiment de choisir l'algorithme ou le modèle que vous voulez utiliser, puis de l'entraîner. Entraîner, ça veut dire quoi? Ça veut dire de charger ce qu'on appelle un dataset, ça veut dire une banque d'images, et sur cette banque d'images, à chaque image, vous dites est-ce que la feuille est saine ou la feuille est malade? Si la feuille est malade, quelle est la maladie?
Et là, le plus important, c'est d'avoir un échantillon de données vraiment représentatif qui vous permet d'entraîner le modèle. Et chaque entraînement, parce que vous pouvez faire plusieurs itérations, chaque entraînement, vous allez avoir une évaluation. L'évaluation, c'est vraiment c'est la plateforme qui va vous dire, on va dire, le taux de précision que va avoir le service que vous êtes en train de... le taux de précision du modèle. Donc, une fois l'entraînement fini, vous êtes satisfait de ce taux de précision, vous pouvez utiliser le service. Donc, soit vous pouvez l'utiliser via la plateforme, en tout cas plutôt le portail web de Computer Vision. Donc là, c'est vraiment pour faire des tests. Donc là, vous pouvez voir par exemple un test depuis la partie web où on va charger une image sur la plateforme web et la plateforme va nous répondre est-ce que la feuille est malade ou pas. Donc là, on peut voir que le résultat, c'est que la feuille a plusieurs maladies. Ce qui va être intéressant également, et ce qu'on a réalisé, c'est aussi proposer ce service-là ou l'intégrer. Donc, d'une part, sur le tableau de bord de pilotage. Donc là, c'est vraiment intégrer les résultats et les agréger pour piloter vraiment au niveau coopératif pour avoir une vision globale. Mais ça peut être aussi proposer ce service-là vraiment sur le terrain. Donc le proposer, ça peut être de deux façons. Donc soit via une application mobile. Donc là, c'est vraiment l'agriculteur qui est sur le terrain et qui peut utiliser son téléphone pour faire de la prévision et en fait, d'utiliser l'application, d'utiliser la caméra et avoir une prévision, en tout cas, avoir le résultat sur son application mobile. Ce qui peut également être intéressant, c'est l'utilisation de ce genre de service sur des drones. Et là, on peut l'utiliser une fois le modèle entraîné, on peut même l'utiliser au mode offline, ce qu'on appelle de l'edge. Ça veut dire on peut intégrer ce service à l'intérieur d'un drone et le drone peut avoir les résultats directement et sans forcément aller au cloud, donc sans forcément avoir besoin d'une connexion Internet, par exemple. Donc, pour vous montrer la démo, pardon, je vais juste... pardon. Je vais retrouver mon navigateur. Donc là, l'application mobile est très simple. Donc, on doit charger une image. Donc là, je vais charger une image d'une feuille et après, je vais appuyer sur Scan ou Analyser. Et là, on va avoir le résultat de l'analyse qui va apparaître. Donc là, on peut voir que le résultat, c'est que cette feuille-là est en bonne santé, avec on va dire un taux de précision de 100%. Je vais charger une deuxième image d'une feuille qui est un peu plus suspecte. Et là, on peut voir que l'application mobile me renvoie un résultat comme quoi la feuille est malade. Ce qui est intéressant, comme je le mentionnais, c'est que cette application a été réalisée réalisée avec Power Apps, donc une approche avec très peu de code, donc en utilisant ce qu'on appelle le Power Apps Studio, donc qui permet de vraiment concevoir, designer et concevoir l'ergonomie de votre application. Et vous allez vous appuyer aussi sur des connecteurs natifs et qui vous permettent d'utiliser le service Computer Vision. Donc là, on peut voir qu'on a utilisé un connecteur pour utiliser le modèle qui a été préalablement entraîné. Je vais juste revenir à la présentation. Avant de finir, un petit mot sur la partie sécurité, en complément de toute la chaîne qu'on a vue, donc les 4 étapes, les devices, les réseaux, la plateforme et les services et les applications. C'est que une partie importante qui doit être transverse, c'est vraiment la partie sécurité. Nous, on la prend en considération vraiment sur nos projets, et même dès le début, et d'une manière transverse, puisque c'est vraiment important sur ce genre de projet, puisqu'on a des fournisseurs externes, on a énormément de dispositifs IoT, et ce qui va être important, c'est d'être capable de choisir des produits sécurisés au niveau vraiment hardware ou produit, mais également être capable de sécuriser l'ensemble de la chaîne, donc sécuriser la remontée des données, mais sécuriser aussi le stockage et la restitution de ces données-là,
Et la plateforme Azure propose aussi des services de sécurité vraiment sur l'ensemble de la chaîne. Vous pouvez vous appuyer sur ces services-là et vous pouvez également, on va dire, utiliser vos propres clés de chiffrage, si nécessaire aussi, pour protéger vos données, par exemple. De plus, c'est que ce qui va être important, c'est sécuriser la chaîne, mais également superviser la sécurité. Et pour cela, la plateforme Azure s'appuie sur Azure Security Center, qui peut aussi inclure la partie IoT ou les dispositifs IoT. Et ce service-là va faire vraiment office de tableau de bord vraiment de la sécurité, et il va se baser sur vraiment les logs collectés sur l'ensemble de la chaîne, donc du device jusqu'aux données, jusqu'aux services et aux applications. Et quand il va détecter, le service va s'appuyer sur ses propres mécanismes, et quand il va détecter des anomalies, il va vous remonter des alertes, et des alertes actionnables qui vous permettent de par exemple, couper l'accès à un service à un utilisateur particulier, ou effectuer d'autres actions. Alors, je ne vais pas détailler plus, puisqu'on organise nous Med6 en tout cas un webinaire vraiment dédié à l'aspect sécurité, avec un webinaire sur Azure Security Center le 18 novembre, si je ne me trompe pas, Anthony. Donc, je vous invite à vous inscrire. Donc, on détaillera cette partie-là sécurité au sens vraiment à l'ensemble des projets et pas que IoT. J'arrive au bout de ce retour d'expérience. Donc, le dernier mot, c'est que nous, on intervient, comme vous l'avez compris, sur ces projets-là de transformation digitale pour le secteur agricole. Donc, vraiment sur l'aspect IoT, data, big data et cloud. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter ou à poser vos questions. Donc, pour cela, un seul mail, c'est farmbits@med6.fr. Et j'ai le plaisir d'introduire Léo de Copix, qui pourra vous faire une présentation de ce que propose Copix. Léo, oui, à toi la parole. Bonjour, bonjour à tous. Donc, Léo Richer, je suis CTO et associé chez Copix. Donc, Copix, c'est une société bretonne, donc basée à Lannion, qui commercialise des solutions connectées de monitoring et de suivi des productions animales comme végétales. Historiquement, on peut passer à la slide suivante. Historiquement, Copix se déploie sur 3 filières. Donc, principalement la filière animale. Donc, on va être capable de suivre des indicateurs de comportement des animaux et de capter des données au plus près des animaux dans le bâtiment. On adresse aussi la filière végétale. Ici, on va passer sur des scénarios plus précis. Donc, on va être capable de suivre l'évolution des végétaux, des cultures, la croissance, mais aussi suivre l'apparition des insectes, donc un comptage automatisé des ravageurs, et de capter des données au plus près de la parcelle, donc des données qu'elles soient météo ou dans le sol, avec des différents niveaux d'humidité par exemple. Copix s'adresse aussi à la filière aquacole, donc pour un suivi et un comportement aussi des poissons, avec des indicateurs métiers forts là-dessus. Un suivi de la qualité de l'eau par les capteurs et la distribution et de la nutrition. Next. Pour cela, Copix s'appuie sur toute une chaîne de suivi, dont le premier maillon est le boîtier PIC, donc on voit au milieu sur la slide. Le boîtier PIC, c'est un boîtier multi-usage qui s'adresse aux 3 filières expliquées juste avant, et multicapteur. Pourquoi multicapteur? Puisqu'on peut lui associer toutes sortes de capteurs en fonction du besoin. Typiquement, pour pas tous les lister, puisqu'on est compatible avec beaucoup de capteurs de type industriel, on va être capable, si on se concentre sur la filière animale, par exemple, de suivre des gaz tels que l'ammoniac ou le CO2, des déplacements d'air, donc avec des anémomètres pour l'intérieur, et aussi par exemple des particules fines, en plus des classiques capteurs température et météo qu'on va déployer autour du boîtier. Il est aussi donc plug and play et autonome, donc c'est un boîtier qui ne nécessite pas de connexion filaire, si ce n'est son alimentation qui va donc nécessiter juste une prise électrique. Dans sa configuration végétale, on va le destiner on va l'associer à un panneau solaire qui va nous permettre de l'alimenter et de le rendre encore plus autonome. Donc le boîtier s'installe très facilement, en quelques minutes, il est mis au-dessus des animaux pour commencer la supervision. La particularité de ce boîtier, c'est donc les photos et les vidéos en haute définition qui sont collectées en continu par l'appareil. Donc il est équipé d'au moins une caméra, donc sur sa face centrale, qui va être dirigée vers les animaux,
et qui va nous permettre d'exploiter au plus près et le plus précisément et de suivre le comportement des animaux. Au-delà de ça, les photos sont transmises, donc on est capable de supporter plusieurs types de connectivité. Donc la 4G, qui parfois peut être problématique dans les élevages. On s'appuie aussi sur la technologie Wi-Fi qui peut des fois être présente si on se concentre aussi sur les scénarios d'élevage. Et enfin, pour s'assurer de la redondance et de la fiabilité, on est capable de communiquer via le réseau LoRa et Sigfox pour transmettre au moins les données, voire l'exploitation qu'en est faite. Le maillon principal, le nœud de cette chaîne de supervision, c'est la plateforme cloud. Donc cette plateforme cloud dispose de plusieurs niveaux d'implication. Elle s'adresse à tous dans la chaîne de valeur. Typiquement, nos utilisateurs, donc les éleveurs et les agriculteurs, c'est leur plateforme d'aide au quotidien, donc de suivi typiquement de l'atmosphère des salles d'élevage ou encore le comportement des animaux, les alertes. On peut aussi impliquer typiquement les vétérinaires et les techniciens, qui vont avoir aussi un niveau d'usage différent, plus utiliser l'historique des données naviguées pour en déduire des interventions futures et les organiser. Donc ces tableaux de bord sont personnalisables et orientés utilisateurs. Cette plateforme est aussi compatible dans les standards OpenAPI qu'on a entendu développer par Medsys plus tôt. Donc on propose une API qui peut permettre une interconnexion avec des services existants et on est aussi compatible Azure IoT Hub. Next. Donc ces données collectées, en commençant par les données de capteurs, sont collectées au plus près des animaux, ce qui assure leur fiabilité. Elles sont transmises en continu et disponibles sur la plateforme. On propose toutes sortes d'outils pour les exploiter, les extraire, en faire des statistiques et les analyser. L'idée étant de les restituer de façon la plus précise possible en fonction de l'utilisateur qui en aura l'usage. On peut facilement naviguer dans l'historique pour détecter des problèmes, des décrochés ou des choses comme ça. Next. Le premier niveau d'automatisation et d'intelligence, si je peux dire, c'est les alertes et les notifications. Donc la plateforme comprend un système de notification et d'alerte qui peuvent être définis par plusieurs utilisateurs. Typiquement, le vétérinaire peut programmer des alertes ou l'éleveur lui-même sur différents taux. Ici, on a l'exemple de l'ammoniac qui est un gaz potentiellement dangereux autant pour les animaux que pour les éleveurs. Donc on a plusieurs possibilités pour l'alerting. On est capable d'envoyer du simple SMS ou de l'avertissement sur Messenger à des appels en continu en cas d'alerte plus importante. Ces alertes pourront être déclenchées sur des seuils, sur des variations, des décrochés, mais aussi des anomalies dans la remontée. Typiquement, on pense à la température. En élevage, c'est un problème connu, les décrochés de température. En pleine nuit, souvent, quand les températures sont assez basses à l'extérieur, on est capable d'alerter avec le niveau qui a été décidé par l'utilisateur. Comme j'évoquais plus tôt, la particularité de ce boîtier, c'est aussi les données médias qui sont collectées, donc les photos et les vidéos. Donc, next. On est capable de remonter, donc de capturer des photos en continu. Ces photos vont être traitées en partie dans le boîtier et surtout sur la plateforme. L'idée étant au-delà de la supervision, donc c'est toujours utile d'avoir les photos les plus récentes à disposition, que ce soit sur le téléphone, sur l'ordinateur, via la plateforme ou même via le chatbot sur Messenger. On propose d'aller plus loin et d'évoquer un peu des outils qui ont été abordés aussi par Medsys. Donc on parle d'object detection, on parle de concepts comme ça. Donc c'est basé sur des technologies du deep learning, donc basé sur des réseaux de neurones. On est capable de détecter les animaux, de les compter et de regarder la façon dont ils se comportent. Quand on parle de photos ici, l'idée étant de regarder leur répartition, regarder leur comportement un peu macro, si je peux dire, pour en déduire des conséquences métiers. Typiquement, sur la volaille, la façon de se comporter en amas, de se regrouper, va être signe de stress thermique potentiellement. On peut aussi regarder l'utilisation des équipements, donc que ce soit en bovin, en volaille ou en porc. On va regarder le comportement autour de la mangeoire, l'utilisation qui est faite réellement de la mangeoire, des matériaux manipulables, si on parle de porc par exemple, mais aussi des abreuvoirs. Donc derrière, des statistiques vont être sorties, vont être générées, et on va pouvoir aussi déclencher des alertes là-dessus. L'idée étant, et la grande force, c'est qu'on se base sur le deep learning et donc beaucoup de photos et d'images qui ont été collectées depuis longtemps par Copix, mais on est aussi capable de s'adapter à des scénarios bien précis. Typiquement, sur le porc, on va être capable de regarder la posture des animaux, donc s'ils sont couchés, s'ils sont debout, s'ils sont actifs, mais aussi d'aller encore plus loin sur des scénarios personnalisés. On peut imaginer et détecter un comportement bien précis
On l'a fait pour détecter du cannibalisme ou de l'agressivité. Donc les programmes sont ensuite capables de faire ces analyses et de les restituer aux clients. Pour la partie photo, le niveau supérieur, c'est donc la vidéo, qui permet de détecter encore plus et de comprendre encore mieux. Next, s'il te plaît. L'idée étant, par la vidéo, de combiner les technologies évoquées, mais de leur rajouter une notion temporelle. Donc ici, on va être capable de détecter des comportements beaucoup plus précis par la vidéo et le tracking dans la vidéo en continu. L'idée étant de détecter typiquement des comportements évoqués comme le cannibalisme qui vont se jouer sur quelques secondes, voire quelques minutes, et c'est ce qui va permettre de détecter, d'affirmer qu'on est face à une situation problématique. On va pouvoir ensuite, j'évoque seulement certains scénarios, ici on voit du bovin, donc on va pouvoir regarder les dynamiques de déplacement aussi, les dynamiques d'occupation et d'attente au robot ici, dans ce cas-là par exemple. Ça marche aussi donc pour le volaille, bovin et porc. L'idée, comme je disais, donc après on va être capable de générer des données qui vont, de la même façon que les capteurs et les photos, être ajoutées à la plateforme et permettre autant d'analyser et de comprendre des problèmes passés, mais aussi d'anticiper sur des problèmes futurs en générant des alertes, en programmant des alertes et en se préparant pour la suite. Next, s'il te plaît. Donc sur les vidéos, on est capable de mesurer l'activité, l'agressivité. En cas du bovin, c'est pas forcément pertinent, et d'aller sur des comportements bien particuliers qui évoluent aussi dans le temps. Pour l'affichage des données, la représentation et l'utilisation de ces données, c'est un sujet important chez Copix. Donc on a plusieurs façons de restituer ces données. Ici, c'est un exemple qu'on utilise souvent, qui est très utilisé par nos utilisateurs. C'est ce qu'on appelle, nous, la carte thermique. Il n'y a pas de notion de chaleur des animaux, mais ça va plutôt représenter les endroits où ils sont fréquemment. C'est une visualisation très importante et très utile, puisqu'en fait, on est capable de rassembler une journée, un mois ou une semaine dans une seule photo. Ici, typiquement, c'est l'élevage bovin qu'on voit à droite, ou c'en est un autre. On est capable de regarder quels endroits sont le plus utilisés et d'en déduire certaines choses. Typiquement, on a été assez satisfait des résultats en porc, typiquement pour prouver que l'utilisation des matériaux manipulables était réellement, que les animaux utilisaient réellement les matériaux manipulables. On a constaté que dans certains cas, c'était pas le cas. On peut aussi potentiellement détecter des problèmes dans le bâtiment avec des mouvements d'air qui vont influer sur les animaux. Ici, les bovins sont très sensibles à ça. Donc, comme je disais, c'est un gros enjeu pour nous. Et c'est quelque chose qu'on travaille aussi auprès des clients. La plateforme est faite en sorte qu'on puisse choisir un peu différentes façons de restituer les données pour les présenter le plus précisément et que ça soit le plus intéressant possible pour l'utilisateur. Pour les données plus classiques évoquées avant, on va être sur des graphiques qui vont pouvoir permettre de voir l'évolution dans le temps, et aussi des données synthétisées avec des alertes, des maximums et des choses comme ça. Comment ça se commercialise, comment on l'utilise? Donc slide suivante, s'il te plaît. Copix propose maintenant une marketplace de modules, donc un catalogue de modules qui a été étoffé par les services déjà proposés à nos utilisateurs. On peut retrouver typiquement des services comme le suivi de l'ambiance que j'évoquais, le suivi des gaz avec des alertes préparées, l'activité des animaux, l'agressivité, aussi les sujets que j'évoquais, l'homogénéité et des choses comme ça. L'idée maintenant, c'est de s'associer à nos clients. Donc nos clients, pour nous, c'est les groupements, les coopératives ou les grands groupes, et de s'associer à eux pour ajouter dans nos modules leur intelligence métier. Donc qu'est-ce que c'est un module pour Copix? C'est des données de Copix, donc les données qu'on a évoquées plus tôt, que ce soit capteur, photo, vidéo et l'analyse qui en est faite, des données historiques qui viennent de nos clients, donc typiquement des recommandations qui sont faites, des recommandations qui peuvent être faites par des organismes aussi publics, et aussi le retour d'expérience, que ce soit des vétérinaires, des ingénieurs et des utilisateurs. On va ensuite développer ce module pour le rendre autonome et lui donner les décisions, tous les éléments pour décider. Donc on va passer par là par l'intelligence artificielle,
donc la photo, la vidéo qu'on évoquait plus tôt, mais aussi des choses plus complexes qui vont agréger toutes ces données, pouvoir détecter des anomalies, anticiper aussi des variations, anticiper des tendances et se projeter dans le temps grâce à ça. L'idée, sur chaque module, on veut identifier avec nos clients un aérolith fort pour eux. L'exemple des modules qu'on est en train de travailler avec nos clients, c'est une pathologie bien particulière qui va être détectée sur le porc et qui va permettre d'anticiper de plusieurs jours les traitements et voir l'isolement des animaux par avance. Le tout ici pour nous, c'est que nos clients identifient les outils dont ils ont besoin en se basant sur le socle technique actuel de Copix, qui a été détaillé bien plus tôt, et de générer la visualisation et l'usage qu'ils veulent en faire bien précisément. Ensuite, s'ajoute à ça plusieurs moyens de le distribuer. Donc on a la solution intégrée qu'on définit avec nos clients, où là, le client décide de distribuer, que ce soit à ses adhérents ou à ses clients à lui, qui seront nos utilisateurs, une solution complète de monitoring donc qui passe par les boîtiers et la plateforme. On a des possibilités de customisation, puisque toute la plateforme est adaptable et modulable, mais les boîtiers le sont aussi. On a des possibilités de customisation par les couleurs et les logos du client, qui vont pouvoir être associés. Ainsi, dans cette version intégrée, le client distribue une solution de monitoring avec ses modules, des modules Copix, des modules du client, et le service rendu est bien précis et le ROI bien identifié pour tous les utilisateurs. On a aussi la version as a service. Là, le module est présent dans la marketplace, dans le catalogue de Copix, et peut être activé par des utilisateurs aussi externes, typiquement sur des usages bien précis de croissance, de performance. Le logo et les couleurs du client qui a développé ce module sont présentés et sont mis en avant. Le service rendu est alors associé au client ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, vous pouvez vous rendre sur notre site copix.fr. On est aussi disponible sur Twitter et sur Facebook. Et n'hésitez pas à nous contacter aussi par mail, donc contact@copix.fr. Merci de votre attention. Merci Léo pour cette présentation. On passe la parole maintenant à ITK, donc à Xavier d'ITK. Oui, bonjour, Xavier Wagner, donc ITK. Moi, je suis directeur marketing stratégique du groupe ITK et j'ai aussi la responsabilité du développement d'ITK aux États-Unis, où nous avons une filiale. Je vais passer directement au slide suivant. Donc, ITK est un éditeur d'outils d'aide à la décision, à la fois pour des décisions stratégiques et des décisions opérationnelles. Et nous adressons l'ensemble des filières agricoles, que ce soit des filières animales que les filières végétales. Dit autrement, on est un intégrateur de connaissances issues de la recherche scientifique et de l'expertise terrain que nous transformons en service. Nous sommes un opérateur de service pour à la fois le monde de la production, donc l'amont agricole, mais aussi de l'ensemble des filières. Donc, nous sommes basés à Montpellier, nous sommes une équipe de 130 personnes, avec 55 chercheurs, donc docteurs qui font de la R&D. Donc c'est le cœur de notre savoir-faire, c'est la connaissance transformée en modèles comportementaux à la plante ou à l'animal, transformés dans des services, donc soit des OAD, soit des services dits d'agri-intelligence, c'est-à-dire plutôt des KPIs, métiers à haute valeur ajoutée, qui peuvent s'intégrer dans des applications tierces. Et un certain nombre d'applications de services peuvent intégrer ou non des objets connectés. C'est le cas pour la viticulture avec des débitmètres, et c'est le cas pour l'élevage avec notre plateforme de monitoring, dont on va reparler plus tard. On est présent en Europe et aux États-Unis. On est à la fois dans les grandes cultures est très très présent aux États-Unis. On fait presque la moitié de nos revenus aux États-Unis dans les grandes cultures, mais également dans les cultures pérennes, donc les cultures à plus forte valeur ajoutée, viticulture, amandes, pommes et culture aussi maraîchère. Et puis l'élevage. L'élevage, c'est plutôt vaches laitières et vaches à détente, bœuf. Donc on a une empreinte qui est mondiale. On cherche aussi
activement à se développer en Chine à travers des partenariats commerciaux. Nos modèles d'ailleurs de commercialisation sont avec des intégrateurs, avec des distributeurs, donc intégrateurs qui sont plutôt dans les solutions sur mesure, des distributeurs hein, quand on est sur des plateformes hein, de services avec des services plutôt packagés. Et il nous arrive, comme c'est le cas aux États-Unis dans la viticulture, d'adresser directement des grands comptes hein, en Californie avec nos équipes en propre. Slide suivant. Donc cette vision hein, et comment on regarde les marchés finalement, on est historiquement, puisqu'on vient de la R&D et du végétal, à être sur des enjeux autour de la performance, hein, performance des producteurs, hein, performance de la production végétale. On est évidemment très centré sur ce marché qu'on a qualifié d'agri-performance, qui cherche hein, la maximisation du rendement, tout en garantissant une maîtrise de la qualité et tout en ayant une capacité à réduire les impacts environnementaux de ces productions. Donc ça, c'est ce qu'on a qualifié, nous, de marché de l'agri-performance. Et de manière parallèle, hein, on regarde le marché de la Sustainable Supply Chain, qui intègre évidemment tout l'amont agricole, mais qui vise aussi à travailler, développer des services hein, avec les acteurs à l'aval des chaînes de valeur, hein, que peuvent être les transformateurs ou les agrégateurs ou les commercialisateurs, voire jusqu'aux distributeurs, c'est-à-dire ceux qui ont des marques, et des valeurs de marque à défendre, et qui font face aux injections des consommateurs, qui traduisent à travers des évolutions de leurs produits, traduites dans de la montée en gamme, dans de la segmentation, et donc une multiplication de nouvelles exigences du côté des producteurs qui conduisent à la mise en œuvre de nouvelles pratiques. Hein. Et un des enjeux de ces nouvelles pratiques, c'est au-delà de les mesurer, c'est de les simuler pour savoir effectivement lesquelles sont les plus pertinentes à mettre en œuvre. Le deuxième enjeu sur lequel on est positionné, c'est évidemment, ça c'est le cœur, hein, l'amélioration de la performance, hein, donc des producteurs. Hein. Et là, les enjeux, c'est pour nous la prédiction, donc prévoir pour décider, hein, c'est aussi le motto d'ITK, et donc d'amener de l'information qui permet réellement de prendre des décisions dans des formats et des expériences utilisateurs qui sont les plus adaptés par rapport à tel type, tel profil hein, de producteur et dans tel profil aussi de géographie, puisqu'on travaille aussi pas uniquement en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Afrique. La protection contre les aléas climatiques, hein, au-delà du réchauffement climatique, qui est un mouvement global et affirmé, aujourd'hui, l'agriculture fait face à de plus en plus d'aléas, beaucoup plus intenses et beaucoup plus fréquents. Donc nous, nos enjeux, c'est de pouvoir apporter, à travers des dispositifs assurantiels, une forme de protection pour permettre à ces producteurs et à ces filières d'approvisionnement à pouvoir se dérisquer contre les aléas climatiques. Hein. Et là encore, les assureurs avec lesquels nous travaillons ont besoin d'informations pour affiner leur couverture à travers, par exemple, des prévisions de rendement. Enfin, ce qui nous intéresse aussi, nous, en termes d'apport et de contribution aux filières, c'est d'être présent sur les sujets environnementaux, le sujet des impacts environnementaux en tout genre, hein, et on pourrait parler évidemment du carbone, dans lequel on est déjà impliqué. Et l'enjeu, c'est à la fois de pouvoir valoriser ces bonnes pratiques hein, et ces évolutions de pratiques agricoles, hein, tout en permettant de participer à un système qui permet de créer des nouveaux revenus à un producteur. Si on s'intéresse, slide suivant, à l'élevage, hein, puisque c'est le cas on aurait pu prendre beaucoup de choses, beaucoup de sujets aujourd'hui avec ITK, mais on a préféré zoomer sur l'élevage. Hein, et aussi pour vous montrer ITK, qui est un acteur qui est global dans les filières, la façon dont il aborde la question de l'élevage hein, en faisant la convergence entre les filières végétales hein, et les filières animales. Voilà. Donc on a une approche globale hein,
On a sur ce slide, on a l'ensemble de nos interventions possibles, hein, on va dire, dans la cycle de vie d'une exploitation, au fur et à mesure des saisons. On va reparler bien plus profondément de FarmLife, hein, qui est la plateforme de services de monitoring, hein. Mais on est aussi à travers soit des OAD, soit des services d'agri-intelligence, hein, en capacité déjà, comme on le fait largement aux États-Unis, de faire des prévisions de rendement, des prévisions de récolte aussi sur les cultures fourragères, hein. En France, on a des sujets sur le sujet des cultures fourragères, hein, mais aussi le sujet de l'autonomie protéique, hein. Donc là, voilà, on a des réponses, hein, pour permettre d'intervenir au champ, c'est-à-dire dans la fabrication de l'aliment pour le bétail, hein. On peut exister aussi dans la fertilisation de ces cultures fourragères, hein, puisque ça fait partie de savoir-faire et de nos outils que l'on a développés pour les grandes cultures. La mesure du carbone dans le sol, hein, c'est pareil, c'est des choses qui sont déjà intégrées dans nos modèles, hein, et sur lesquelles on est en train de développer finalement des compléments pour les rendre industrialisables, hein, en 2021. C'est dans ce cadre-là qu'on fait par exemple un projet avec Airbus au Kenya, un projet qui s'appelle Kilimo et qui adresse la problématique, entre autres, hein, la problématique du carbone pour le maïs au Kenya, donc sur des filières où il y a aussi des enjeux de sécurité alimentaire. L'assurance dont je vous parlais, où effectivement c'est un sujet de trouver des nouvelles formes de protection avec les évolutions qu'on peut constater dans le monde de l'assurance, hein, avec l'émergence de solutions d'assurance indicielle, donc qui sont des dispositifs qui permettent de simplifier à la fois la souscription des risques et surtout le paiement des sinistres. Donc c'est des sujets qu'on regarde attentivement avec nos partenaires assureurs. On peut passer à la slide suivante, hein. Donc restons sur la partie fourragère, hein. Donc le fourrage, c'est pour certains, évidemment c'est l'autoproduction à la ferme, hein. Donc c'est des enjeux qui sont très importants. 60% grosso modo des coûts de production sont liés à l'alimentation. Une bonne partie vient de ces fourrages, hein. Le fourrage, c'est l'inducteur d'un certain nombre d'arbitrages pour gérer soit des méthodes de conservation, soit faire des achats externes à la ferme. Donc c'est extrêmement important de pouvoir avoir une vision sur ces prévisions de rendement, de récolter au bon moment. Donc on a des sujets autour de la date de récolte, et puis de fertiliser quand il faut, en ayant une capacité à pouvoir aborder ces questions, pas que techniques, mais aussi d'un point de vue économique, hein, en pouvant accéder à des scénarios de retour sur investissement, comme on le fait déjà aux États-Unis sur les grandes cultures. Et puis, selon les géographies, on a des enjeux autour de l'eau. Donc, au-delà de constater la réserve hydrique de la plante, c'est des enjeux aussi d'intégration dans les territoires et de pouvoir faire des recommandations d'irrigation au bon moment, et de pouvoir permettre d'avoir des informations permettant de calculer l'empreinte eau de ces productions végétales. Donc on est présent à travers des outils de la décision. Vous envoyez un screenshot, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ces informations sont aussi accessibles via des API, donc directement intégrables dans votre système d'information, d'une manière ou d'une autre. Et ce sont des outils de la décision qui sont aujourd'hui disponibles, hein, quelles que soient les géographies dans le monde. On peut passer au slide suivant. Donc, j'ai maintenant abordé FarmLife. Hein. FarmLife, donc c'est la plateforme de services de monitoring, hein. Vous avez vu que précédemment, on a parlé beaucoup de prédictifs et de décisions. Dans FarmLife, on va parler plutôt de monitoring avec un utilisateur qui est principalement l'éleveur, hein, éleveur producteur de lait, qui est aussi bien sûr utilisé par les techniciens et les distributeurs, hein, comme synergie.
Et on verra, peut-être je conclurai tout à l'heure sur les sujets prédictifs dans les filières animales, sur lesquels nous allons proposer au marché un certain nombre de solutions en 2021. Donc Farm Life, c'est très simple, c'est dans notre offre phare, c'est déjà un service. Donc même si on maîtrise la fabrication des capteurs, on n'est pas du tout un fabricant de capteurs, c'est pas notre métier. Ce qu'on propose, c'est une plateforme qui permet à partir d'un seul capteur de bénéficier de 5 services qui correspondent aux événements clés ou importants de la vie d'une exploitation, sur par exemple la détection des chaleurs, le vélage, la nutrition animale, on rentre un peu plus dans les détails ensuite, la santé et le bien-être des animaux. Donc on est à la fois sur un service SaaS qui est accessible soit en version web, soit en version mobile, et dont les données peuvent être également partagées via des API pour être intégrées dans d'autres OAD ou d'autres systèmes d'information. Slide suivante. Voilà, donc simplement pour derrière l'interface, ont été développés des algorithmes à partir de ce capteur unique qui identifient des comportements tels que la chaleur de l'animal, le velage. Quand on parle de nutrition, on parle d'indicateurs spécifiques d'ingestion et de rumination, mais aussi des temps d'activité des animaux, comme la phase de repos, la phase où elle est debout ou quand elle va chez coucher. Et également le pâturage. Le pâturage, c'est à la fois quelque chose qui est attendu dans les filières parce que les promesses des marques sur le pâturage sont de plus en plus fortes, souvent traduit en nombre de jours de pâturage dans les promesses des marques. Et donc, on a cherché à aller vers cette direction de mesure du pâturage pour l'avenir. Donc, on a développé ces algorithmes qu'on améliore évidemment sans cesse. Notre enjeu, c'est de fournir des indicateurs, c'est de fournir des systèmes d'alerte par SMS ou par une petite notification qu'on a dans les applications mobiles, et de pouvoir continuer à développer des services qui soient basés sur le potentiel d'information qu'il y a dans ce capteur, pouvant être croisés évidemment avec d'autres capteurs, mais aussi avec d'autres données d'élevage fournies par nos partenaires qui permettent donc d'enrichir la valeur de l'information et de la contextualiser. Slide suivant. Donc, au-delà d'être une plateforme qui permet de monitorer des événements pour qu'un éleveur, et ça c'est très important, ait un certain nombre de bénéfices dont le principal est celui du confort en accédant à des informations à distance et d'avoir une observation automatisée, c'est aussi un moyen, à travers Farm Life, de pouvoir, en tant que distributeur ou intégrateur de cette solution Farm Life, de pouvoir combiner avec votre CRM pour pouvoir personnaliser le conseil ou des recommandations ou des produits éventuellement aussi au bon moment dans l'interface Farm Life en fonction des situations qui ont été détectées. Donc ça, c'est vraiment des choses que l'on cherche à travailler, c'est coupler des données de CRM avec cette interface pour faire des recommandations au bon moment. On a un certain nombre d'informations qui pourraient être utiles pour adresser les bons messages. Donc, le côté, je pense, intéressant, c'est que Farm Life est potentiellement aussi un canal de relations clients. Et c'est des choses sur lesquelles on va chercher à se développer. Alors pas seul, bien sûr, avec nos partenaires. Voilà, j'en termine là-dessus, peut-être pour un dernier slide sur nos partenaires. On a évidemment beaucoup de partenariats scientifiques, puisqu'on est au départ issu de la R&D.
Donc on a à la fois des partenariats en France, hein, avec bien sûr les acteurs les plus reconnus, les plus importants, CUC Davis aux États-Unis, et aussi avec le CIRAD, hein, sur des filières, on va dire, plus tropicales. Et puis un certain nombre pour nous d'acteurs clés ou de grands de l'agribusiness. Hein. Je ne cite pas Microsoft, c'est pas évident. Synergy, qui est notre partenaire pour FarmLife, hein, en France et en Europe. Hein. Et puis Landolex, hein, qui est la très grande coopérative, hein, aux États-Unis, qui aujourd'hui utilise, hein, notre OAD Grande Culture, hein, qui est déployée sur 1 million d'hectares. Voilà, j'en ai fini. Je crois que j'ai mis mon adresse email si vous voulez poursuivre la discussion comme dernière slide. Hein. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre évidemment aux questions aujourd'hui, plus tard, si vous le souhaitez. Merci Xavier pour cette présentation. On donne la parole maintenant à Sophie pour nous présenter Connecting Food. Merci Samir. Bonjour à tous. Donc Sophie Dufréchou, je suis en charge du développement commercial de Connecting Food pour la France. Next Samir, s'il te plaît. Donc déjà peut-être en préambule, qui sommes-nous? Donc Connecting Food, nous sommes une start-up créée il y a 4 ans par 2 cofondateurs, Maxime Roper et Stefano Volpi, qui ont tous deux un background dans le secteur de l'agroalimentaire, tant chez des acteurs amont que des acteurs de l'aval, et qui sont partis en fait d'un constat déjà à l'époque que les consommateurs étaient de plus en plus en demande de transparence. Vous avez sur cette diapositive quelques chiffres pour montrer un petit peu cette tendance. En effet, en 2018, ils étaient déjà 75% à déclarer pouvoir changer de marque si une autre marque leur fournissait des informations sur le produit plus détaillées. Et on voit que par rapport à 2016, où ils étaient 39%, ça a presque doublé, je dirais, ce chiffre-là. Et en parallèle, je dirais, de cette demande de plus en plus de transparence des consommateurs, arrivait aussi à l'époque l'émergence de nouvelles pratiques telles que le scan food, qui depuis ont vu une croissance importante et rapide, et c'est largement déployé dans les pratiques vraiment des consommateurs en magasin. Next. Donc, premièrement, face à cette demande vraiment de plus en plus de transparence des consommateurs, les marques ont évolué pour proposer justement des éléments permettant de rassurer et de donner vraiment des informations aux consommateurs sur les produits qu'ils leur proposent. Donc ça commence bien évidemment avec tout ce qui est éléments nécessitant d'être mis en avant sur le packaging pour répondre à de la réglementation sur, premièrement, les ingrédients d'un produit et également l'origine de ces ingrédients. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est sur le packaging classique. À côté de cela, les marques ont de plus en plus engagé des communications vraiment plus corporate, où au travers justement de différents vecteurs, elles permettent de faire connaître leurs valeurs, les engagements de la marque, que ce soit en termes, je ne sais pas, de RSE, de juste rémunération d'une filière, ensuite, pourquoi pas, d'origine des produits, mais là, on est vraiment sur des informations, je dirais, statiques et des informations institutionnelles. En complément de ces informations institutionnelles, ce que l'on voit aujourd'hui de plus en plus également sur nos rayons, c'est une information vraiment spécifique aux produits que l'on a un petit peu sur le packaging encore une fois. Et là, il s'agit de raconter vraiment l'histoire du produit et son parcours théorique. Donc, vous avez un exemple ici avec la galette Saint-Michel. Et c'est vraiment l'histoire des galettes Saint-Michel, je dirais, dans leur globalité. Et là, on communique vraiment sur les ingrédients, sur des idées recettes. Et c'est une information statique qui est générique à l'ensemble des produits. Et aujourd'hui, on voit que l'enjeu vraiment pour les marques, et pas que pour les marques, du coup, c'est pour tous les acteurs de la filière de l'agroalimentaire, c'est de pouvoir apporter les preuves des engagements que ces dernières ont très souvent mis en avant sur leur packaging. Et pour apporter ces preuves-ci, ça nécessite de mettre en place une traçabilité plus fine, et on parle très souvent d'une traçabilité lot par lot,
qui permet, je dirais, au travers, je dirais, d'un paquet de petits beurres ici, d'avoir une information vraiment spécifique au paquet que le consommateur a entre les mains. Et c'est-à-dire que si demain, le consommateur prend un autre paquet de biscuits, potentiellement, ça sera une information différente. Et aussi, au travers de ce marketing de la preuve, l'enjeu aujourd'hui pour les marques est de pouvoir de plus en plus interagir avec les consommateurs pour pouvoir demain co-construire des produits qui répondent de plus en plus à leurs demandes. Next. Donc, face justement à ces enjeux, donc Connecting Food, que proposons-nous? Donc aujourd'hui, nous proposons une plateforme vraiment clé en main, destinée aux différents acteurs de l'agroalimentaire, donc tant aux coopératives, tant aux industriels, mais également aux distributeurs, pour leur permettre d'avoir une traçabilité en continu et en temps réel des aliments, et on a pour habitude de dire de la ferme au magasin. Donc ça, c'est vraiment notre fonctionnalité, je dirais, de base. Et au-delà de cette traçabilité, nous avons également développé de modules d'audit digitaux qui permet en fait de vérifier sur l'intégralité de la filière à chacune des étapes de transformation que les critères vraiment et les engagements des produits par rapport à un cahier des charges ou à des critères qualité ont bien été respectés. Et ceci, on permet de le faire sur 100% des produits, lot par lot. Et enfin, cette plateforme justement de traçabilité et d'audit en temps réel repose sur la blockchain qui nous permet de sécuriser vraiment les données et de mettre vraiment en œuvre un protocole partagé entre les différents acteurs de la filière. Grâce à ceci, nos clients peuvent ainsi démontrer la transparence de leurs produits aux consommateurs, mais pas qu'aux consommateurs. Si vous vous trouvez par exemple en tant que coopérative, vous pouvez également valoriser cela auprès de vos clients B2B. Donc, next. Donc, comment fonctionne notre plateforme aujourd'hui? Donc, il faut savoir que dès lors que nous lançons vraiment un projet avec nos clients, la première chose que nous faisons, c'est de cartographier un petit peu quels sont les différents acteurs de la filière pour être en capacité ensuite d'aller collecter la donnée et les données de traçabilité et d'audit à la source, c'est-à-dire chez chacun des acteurs de cette filière. Pour ce faire, nous mettons en place des API et nous intégrons vraiment les données dans leur format d'origine sans demander aucune intervention de ces acteurs. Quels sont les types de données que nous collectons sur notre plateforme? Il y en a de différentes sortes. Il peut y avoir premièrement des données sur l'agriculture et l'élevage, provenant peut-être de plateformes agriculteurs ou d'outils de collecte d'élevage. Il y a bien évidemment ensuite toutes les données qualité et supply chain au sein des usines de transformation. Et donc là, ça provient de différents outils également, donc des outils qualité, des rapports d'analyse, on a toutes les dimensions certification, audit, on a ensuite après des capteurs sur les outils industriels. Et on est aussi de plus en plus maintenant amené à intégrer des données plus au niveau de la durabilité, de la RSE, pour pouvoir justement valoriser cela auprès des consommateurs finaux. Et justement, suite à cette collecte de données, que faisons-nous? Aujourd'hui, donc, nous la standardisons, nous réalisons tous les contrôles de cohérence nécessaires et nous recréons les clés de connexion pour pouvoir justement fournir une traçabilité de bout en bout à partir d'un numéro de lot final. Next. Donc, comment se matérialise notre plateforme aujourd'hui? Donc, il y a différents modules, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Donc, le tout premier module qui est un petit peu le cœur de notre plateforme, c'est le module de traçabilité, qui permet dans un premier temps de pouvoir centraliser toutes les données des différents systèmes d'information sur une même plateforme et au travers d'un tableau de bord et au travers, je dirais, d'une interface sur laquelle vous rentrez un numéro de lot final, pouvoir avoir toutes les opérations et tous les flux qui ont permis justement de générer ce numéro de lot final. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième module, c'est le module Live Audit. Donc, c'est le module qui nous permet de paramétrer des règles de contrôle au regard des cahiers des charges sur lesquels vous êtes,
plus impliqués. Donc, ça peut être un cahier des charges, je donne pour exemple bio, un cahier des charges label rouge, un cahier des charges ZRP, un cahier des charges après avec des critères de bien-être animal. Donc, nous, ce que nous faisons, nous établissons bien évidemment ces différentes règles, nous les paramétrons dans notre plateforme et ensuite, les utilisateurs internes de cette plateforme peuvent avoir des alertes en cas de non-conformité vraiment dans l'eau par rapport à une règle d'un cahier des charges. Nous avons également un module qui permet de gérer tous les cahiers des charges dans le sens où, au travers de cette gestion des cahiers des charges, vous pouvez piloter l'éligibilité des agriculteurs à un cahier des charges. Donc ça, c'est également un module plutôt métier qui permet déjà très en amont de voir quels sont les agriculteurs qui peuvent être éligibles à un ou plusieurs cahiers des charges. Et enfin, on a plusieurs interfaces de restitution. Donc, la web app pour le consommateur final. Donc, en fait, grâce à un QR code apposé sur le produit, le consommateur peut le scanner, donc grâce à son appareil photo. Et ensuite, il accède au travers d'une web app sur laquelle vous avez à la fois l'histoire du produit et l'histoire vraiment spécifique au produit que vous avez entre les mains et des éléments de preuve sur des critères vraiment plus qualité. Et ensuite, nous permettons également de mettre en place des restitutions plus B2B, dès lors que, par exemple, il s'agit de business entre acteurs B2B. Là, on met en place soit des portails de restitution, soit des web apps, soit on s'intègre potentiellement dans des outils déjà qui sont mis à disposition des acteurs. Next. Alors ici, vous avez un retour d'expérience sur un cas client concret qui est la coopérative laitière Ingredia et plus précisément la marque Prospérité Fermière. Donc Ingredia, nous les avons accompagnés, je dirais, depuis plus d'un an et demi, pour justement tracer leur cahier des charges via l'ACTA, qui est en fait le cahier des charges RSE de la coopérative. Et c'est sur ce cahier des charges, qu'avons-nous fait? Donc, premièrement, nous avons assuré une traçabilité complète de la filière. Et deuxièmement, nous avons également audité certains claims forts de ce cahier des charges qui étaient premièrement que les vaches avaient une alimentation sans OGM. Ensuite, nous avons été vérifier le nombre de jours de pâturage par an vraiment de ces vaches et que c'était bien 170 jours à minima. Et ensuite, vraiment le nombre d'arts disponibles par vache. Donc, c'est un projet que nous avons mené vraiment sur toute la filière d'Ingredia et nous sommes même remontés jusqu'aux fournisseurs d'aliments pour pouvoir être en capacité de vérifier que l'alimentation qui était fournie aux agriculteurs était vraiment une alimentation sans OGM. Ensuite, ce qui est intéressant sur ce cas client, c'est qu'au final, il y a eu deux grands débouchés. Donc, un premier débouché sur les bouteilles de lait que vous pouvez voir ici en bas à gauche, et donc la bouteille de lait Prospérité Fermière. Si vous le souhaitez, je vous invite à prendre en photo le QR code, si vous avez un iPhone, grâce à votre appareil photo. Vous allez avoir une web app qui apparaîtra sur votre smartphone et vous pourrez naviguer un petit peu sur l'expérience que nous proposons au travers justement de cette web app. Donc, il faut savoir que à chaque fois, sur la web app, en première page, vous avez vraiment l'histoire spécifique du produit que vous avez entre les mains, avec maillon par maillon, potentiellement les différentes étapes de transformation du produit. Donc là, par exemple, vous avez d'où provient vraiment le lait Prospérité Fermière et quelles sont les exploitations dont provient le lait de cette bouteille, les dates à laquelle il a été collecté et mis en bouteille, après une information plutôt générique sur la DLC. Et ensuite, il faut savoir que dès lors que vous souhaitez avoir une information un petit peu plus spécifique, typiquement sur la provenance du lait, si on clique sur le premier maillon et sur le plus, donc là, vous pouvez vraiment découvrir les éleveurs qui sont derrière cette bouteille de lait,
avec des témoignages. Donc les témoignages, ça peut être des témoignages écrits, ça peut être des vidéos. Vous avez également ensuite la preuve comme quoi le lait est vraiment 100% français et provenant seulement de la région des Hauts-de-France, car grâce à notre solution, nous aurons été vérifiés que tous les certificats de provenance des agriculteurs sont bien issus vraiment des codes postaux Île-de-France, Hauts-de-France, excusez-moi. Idem avec après le nombre de jours de pâturage et idem aussi avec le sans OGM. Donc, il faut savoir que ce genre de web app, nous les proposons à chacun de nos clients. Donc, c'est à chaque fois une structure un petit peu similaire dans le sens où ce sont des informations de traçabilité et d'audit vraiment que l'on vérifie au travers de notre plateforme. Et ensuite, bien évidemment, le contenu est personnalisable pour chacun des clients. Donc, celle-ci, c'est la web app. Et ce qui est intéressant sur le cas aussi Prospérité Fermière, c'est qu'au-delà de la web app à destination vraiment des consommateurs, ce que nous avons mis en place, c'est pour les clients B2B. Donc, il faut savoir que Prospérité Fermière est plutôt Ingredia, fournit des poudres de lait, notamment pour des industriels du yaourt, du chocolat, des glaces. On a pu ouvrir également des interfaces de tableau de bord où là, chacun des clients B2B, vous pouvez voir la conformité des lots de poudre de lait, typiquement, qui leur a été livré par rapport à un cahier des charges. Voilà. Donc, pour ce faire, aujourd'hui, nous travaillons avec un grand réseau de partenaires qui est justement aujourd'hui en cours aussi de construction. On a différents types de partenaires, donc à la fois des partenaires technologiques qui sont plutôt sur les phases amont et donc auprès des outils, auprès des agriculteurs sur lesquels on va venir collecter vraiment de la donnée. On a bien évidemment les partenaires qui sont plus des acteurs technologiques dans les usines. On travaille aussi de plus en plus avec tous les partenaires, les labels ou les collectifs qualité qui aujourd'hui sont très présents chez chacune des filières. Et nous travaillons de plus en plus aussi avec des acteurs institutionnels. Next, pardon. Donc, les bénéfices principaux selon les modules choisis sont assez, je dirais, ils peuvent se décomposer en deux grands types de bénéfices. Donc, vous avez toujours des bénéfices, je dirais, plus commerciaux ou marketing, où très souvent, un client vient nous voir pour pouvoir se démarquer de ses concurrents et proposer typiquement à ses clients B2B une traçabilité, un audit de qualité déjà enregistré sur la blockchain. Et aujourd'hui, comme il a un temps d'avance par rapport à ses concurrents, il a fait un élément différenciateur, notamment lors des négociations, on va dire, avec la grande distribution. Il peut y avoir bien évidemment tout un élément marketing pour valoriser la marque, pour apparaître de plus en plus comme une marque transparente vis-à-vis des consommateurs et se positionner comme une entreprise innovante. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'au-delà, je dirais, de ces ROI très commerciaux marketing, il y a une vraie valeur en interne chez nos clients qui est premièrement de pouvoir améliorer la qualité et être alerté en temps réel s'il y a des produits qui ne respectent pas les cahiers des charges, ce qui leur permet vraiment d'être beaucoup plus proactifs dans des décisions à prendre et potentiellement dans des déclassements sur des filières un petit peu moins contraignantes. Et enfin également, il faut savoir qu'en termes logistiques, notre outil permet aussi de rappeler facilement un lot dès lors que il y a des problématiques de rappel produit sur le marché. Next. Voilà, donc ici vous avez un aperçu aujourd'hui des acteurs qui sont sur notre communauté. Donc on est présent sur différentes filières, donc le lait, beaucoup sur les céréales. Et sur les céréales, ce qui est intéressant, c'est qu'on est à la fois présent auprès de coopératives amont, auprès de moulins, mais aussi d'industriels. Donc on a vraiment toute la filière de bout en bout. Et on a mené de magnifiques projets, notamment avec Mondelez et le véritable Petit Beurre, qui ont embarqué beaucoup d'autres acteurs des céréales amont. Sur la viande, on est un petit peu aussi dans la même configuration, où en étant présent sur des coopératives que des abattoirs, que des industriels. Et enfin, on est aussi présent sur les filières œufs et fruits et légumes. Next.
Et peut-être, voilà, pour terminer, ce que je proposais, c'était de partager quelques retours d'expérience que nous avons pu avoir justement auprès des différents acteurs. Typiquement, auprès d'une coopérative Accéréal, aujourd'hui, ils nous ont vraiment choisi comme outil permettant de piloter l'éligibilité des agriculteurs pour chacun de leurs cahiers des charges. Donc, ils ont plus d'une centaine de cahiers des charges. Aujourd'hui, c'est des tâches très chronophages. Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit, il n'y a plus de besoin d'analyse manuelle de leur côté et il y a quand même 50% de réduction de temps sur justement cette dimension de pilotage de gestion de l'éligibilité des agriculteurs à des cahiers des charges. Typiquement, je vous ai présenté le cas d'Ingrédia de la prospérité fermière et là, justement, on a pu voir plusieurs valeurs ajoutées, notamment donc blocage à temps réel, atteint d'une collecte d'un éleveur hors cahier des charges. En effet, c'était sur le cahier des charges via l'ACTA. Là, typiquement, c'était lors de la tournée de collecte de lait. Un éleveur avait été collecté alors qu'il n'aurait pas dû et ça a pu être identifié à temps. Et du coup, ensuite, le temps a pu être vraiment déversé vers une filière beaucoup plus conventionnelle que la via l'ACTA. La détection de l'expiration des certificats. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi auprès d'Ingrédia, c'est qu'aujourd'hui, ils en ont vraiment fait un élément de différenciation concurrentielle et qu'ils ont pu ouvrir de nouveaux marchés MDD. Donc, ils ont eu 2 nouvelles références MDD grâce justement à ce projet. Et donc, ça a vraiment construit leur stratégie, je dirais, de développement commercial en interne en France. Donc, côté Delmont et Terre du Sud, donc Terre du Sud, c'était sur la dimension magret de canard. Donc là, il y a eu des détections d'erreurs en interne dans l'usine. Mais ce qui a été aussi très visible côté Terre du Sud, ça a été pouvoir leur permettre de faire des exercices de traçabilité en un clic, alors que c'était quand même avant quelque chose de très chronophage, parce qu'il fallait remonter à tout l'historique, remonter à toutes les sources d'informations. Et autre élément côté Terre du Sud qui n'apparaît pas ici, tout comme Ingrédia, ce qui a été intéressant, c'est que Terre du Sud, on l'a d'abord fait sur leur marque en propre, donc Delmont Foie Gras l'originel, et ça leur a permis, comme c'est un fournisseur MDD, là aussi, de mieux négocier avec les acteurs de la grande distribution et notamment de maintenir le prix du canard, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est une filière en très grande difficulté. Donc, Juste et Vendéen, c'est un tout petit client historique et là, ça a vraiment été un gain de visibilité de la marque. Et enfin, côté distributeur et donc Coop c'est Coop Italia, donc un grand distributeur en Italie et Orovo, c'est leur fournisseur d'œufs. Donc là, on a pu avoir les détections de perte de palettes à l'entrepôt et également, du coup, associé une mise en place d'un plan d'action immédiat de récupération de la marchandise avant expiration. Donc, tout ça dans une logique de réduction de gaspillage alimentaire. Voilà, concernant Connecting Food, donc je vous ai mis sur cette diapositive les coordonnées de notre Global Sales Director qui centralise un petit peu toutes les demandes entrantes. Donc c'est Samantha Gaden et nous aurons grand plaisir à répondre à vos questions. Merci à vous. Eh bien, merci Sophie. Je crois qu'on a fait le tour des intervenants. On a déjà quelques questions que je vais vous poser au fur et à mesure du déroulé. Donc, j'en profite pour les personnes qui ont des questions sur les divers intervenants de nous les poser directement sur le chat, qui est sur la partie droite de votre interface. J'ai déjà une question pour Samir. Sur ton Power BI, il y avait un indicateur d'activité moyenne et maximum dans l'onglet élevage. Et on voulait savoir sur quels indicateurs il se basait. D'accord. Du coup, en fait, c'est la distance moyenne et maximale. Et pour récupérer cette information, c'est via de l'analyse vidéo. Donc, l'activité moyenne, donc là, du coup, c'était la distance moyenne sur une période. Et activité maximale, c'était la distance maximale sur cette même période. OK. Merci. J'ai une question pour Copix. La question est la suivante. Quelle est la précision des capteurs gaz et de particules connectés au boîtier? Est-ce qu'il y a des comparatifs qui ont été réalisés avec des méthodes de référence? Alors oui, on a des comparatifs que je n'ai pas devant moi. Donc on intègre des capteurs
sur étagère entre guillemets auprès de nos fournisseurs. Donc depuis, on a sélectionné les plus fiables. Typiquement, on avait beaucoup de questions sur les capteurs d'ammoniac et de particules fines, et nos clients actuels, les quelques grands comptes, nous ont confirmé au final que la précision était suffisante. C'est une réponse, c'est pas une réponse très précise, mais on peut bien sûr vous répondre. On a une liste de capteurs et les précisions associées. Et mais en général, on sélectionne ceux qui donnent la plus grande satisfaction déjà dans des déploiements actuels, mais on a un large catalogue de choix disponibles. Très bien, merci. Je pense que ça t'est toujours destiné comme question, ou peut-être plus globalement. De telles solutions reposent sur une bonne connectivité. Or, la 4G n'est pas forcément une réalité dans beaucoup de territoires, et notamment en zone rurale. La question est un peu globale, mais est-ce que l'arrivée de la 5G dans la campagne est-il crédible? Et si oui, à quelle échéance? Je ne suis pas sûr qu'on soit les bonnes personnes pour répondre, mais bon, je pense que sur la connectivité, pour Copix, pour le cas de Copix déjà, pour s'assurer cette fiabilité, justement, on propose ces 3 moyens de connectivité, donc le LoRa Sigfox, la 4G, donc on est multi-opérateur, donc on supporte les 3 opérateurs, ce qui nous permet d'être à l'état de l'art de la connectivité. Et en plus de ça, vu qu'on est réaliste et qu'on dans des cadres opérationnels, souvent on constate que ça suffit pas, donc on déploie des solutions de connectivité au niveau de l'élevage. Donc on est capable de déployer ce qu'on appelle des box 4G qui vont diffuser le réseau. Quant à la 5G, on est en train de travailler avec Orange, nous, sur des scénarios de déploiement, justement. La 5G, en priorité, n'est pas à destination des campagnes, mais plutôt des zones denses, pour ce qui vient des informations d'Orange, a priori. À terme, peut-être, pour la connectivité, ça pourrait renforcer, mais je pense qu'une extension du parc 4G et des fiabilités des moyens de communication est aussi à prévoir, et il sera aussi dans la bonne direction pour améliorer la connectivité. Sachant que pour Copix, on trouve toujours une solution en connectivité. Donc c'est Samir qui parle, juste pour compléter également, il me semble que la 5G, en effet, c'est que ça rajoute pas en tout cas, ça couvrirait pas forcément tout le territoire. En tout cas, ça répond pas forcément à cette problématique. Ça répond à d'autres problématiques, mais a priori pas celle-là. Après, en effet, c'est que au-delà de la 5G, le choix de la connectivité et du réseau est vraiment important, puisque il y a en effet des zones blanches qu'il faut équiper, et là il faut passer par des réseaux, on va dire, fiables qui permettraient de remonter de la donnée. Ok, merci. C'est plutôt destination de Sophie pour donc Connecting Food. Sur le nombre de jours de pâturage, on nous demande comment l'info a été collectée. Est-ce que c'est via un outil ou est-ce que ça a été déclaratif? Sophie, si tu veux Oui, alors sur cette dimension, aujourd'hui, on a travaillé à partir de la collecte de certificats, et justement, comme on a plusieurs de nos prospects et même clients qui travaillent aujourd'hui sur des expérimentations avec des colliers connectés, on est en train de regarder aussi comment on pourrait intégrer cette nouvelle source de données. Ok. Alors, une question qui était destinée plus globalement, mais quelle est la différence entre une web app et une application? Alors, oui, alors là, je vais y répondre. Donc, la web app, en fait, c'est au travers du scan du QR code, vous êtes renvoyé vers une page web, c'est-à-dire que du coup, vous n'avez pas à installer une application Google ou iPhone sur votre téléphone. Il n'y a pas ce côté intrusif d'une application. Vous scannez le QR code et vous êtes redirigé vers une page web qui change dès lors que vous changez de scan de QR code. Merci, c'était clair. Et puis, toujours pour toi, quel est le business model de l'offre? Alors, côté Connecting Food, nous, on a un modèle en tant qu'éditeur logiciel. Donc, c'est en abonnement à notre plateforme, et l'abonnement dépend bien évidemment des modules pris, et ensuite de la complexité un petit peu de la filière sur laquelle les modules devront être appliqués. Très bien. Écoutez, on n'a pas d'autres questions. J'en profite donc pour vous remercier d'être présent, d'être resté un petit peu plus longtemps que prévu. Ce séminaire a été enregistré. Je vous laisse regarder les divers contacts que l'on a indiqués, les sociétés qui ont partagé leur expérience autour de ce séminaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
Merci d'avoir participé et puis bon courage pour la période un petit peu compliquée que l'on vit. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.